Je vais vous parler de 4 livres différents. Il y en a 3 que j'ai bien aimé, beaucoup aimé, voire adoré. Et il y en a un pour lequel c'est une déception, malheureusement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de 4 livres. Alors, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo. Et comme j'ai mélangé des choux et des carottes, je serais bien embêtée. Déjà, je vais commencer par celui-ci. C'est le tome 5 de la série d'une enquête de Jana Berzelius, d'Emily Shep. Si vous ne le savez pas encore, j'ai adoré cette série. Et donc, je vous les chronique petit à petit, etc. Donc, voilà, on va parler de celui-ci. Donc ça, vous vous doutez que forcément, j'ai adoré, que c'était trop bien, etc., etc. Je vais aussi vous parler du 5e tome de L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. C'est une série que j'avais lue cet été, et là ce nouveau tome est paru il n'y a pas très longtemps, et je suis ravie de l'avoir lu. C'est une série qui est tellement excellente et tout, enfin voilà, vraiment j'ai encore passé un bon moment. Ensuite, je vais vous parler de Avif de René Manzor, et c'était trop bien, franchement, c'est un sacré livre, un rythme de folie et tout. Je vais vous en parler, mais c'est le 2e livre que je lis de cet auteur. Je m'arrêterai pas là parce que c'est très bon. Je vous ai annoncé une déception. Je vous parle de 3 livres trop bien. Quelle a été cette déception? Eh bien, ça a été pour ce livre-là. La meilleure écrivaine du monde de Jonathan Werber chez Robert Laffont. Malheureusement, ça l'a pas vraiment fait. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, on commence par celui-ci, L'Appel de la Sirène, le tome 5 de cette série qui est trop chouette. Comme je vous le disais précédemment, si ça vous intéresse de découvrir la série, alors déjà, en fait, dans la barre d'infos, vous avez toujours, pour chacun des livres, le lien vers Amazon, vers le produit Amazon. C'est un lien affilié, ça veut dire que si vous utilisez ce lien, moi, je touche quelques sous dessus. Voilà, mais ça je le fais pour toutes mes vidéos, tous mes podcasts de lecture. Donc certains trouvent que Amazon c'est nul. En général, ceux qui pensent ça, c'est parce qu'ils ont 50 librairies autour d'eux, et d'autres trouvent qu'Amazon c'est vraiment très bien parce que en général ils n'ont pas eux-mêmes de librairie à côté. Donc voilà, en tout cas j'ai mis un lien, j'ai des liens affiliés depuis des années sur Amazon, donc il y a cette possibilité là. Sinon j'ai un autre lien vers Nextory qui est également un lien affilié, et cette série, enfin les 4 premiers tomes de la série sont disponibles en audio et en e-book sur Nextory, et vous avez, grâce au lien que je vous partage, vous avez la possibilité d'avoir 45 jours offerts au lieu de 14 je crois habituellement, donc ce qui est quand même assez bien. Ça vous permet quand même de bien tester l'application et donc de découvrir au passage cette série. Voilà, au hasard, si vous voulez découvrir cette série, il y a aussi cette façon-là. Donc là, on est sur le tome 5 et je ne me suis pas lassée de cette série à ce stade-là, pas du tout. Je continuais à être bien dedans, j'ai vraiment apprécié ce livre, encore une fois. Je vous ai dit que le tome 4 était vraiment mon préféré, je vous ai dit ça dans la vidéo d'avant. Et là, en fait, en relisant la 4e et puis en me plongeant du coup dans l'histoire grâce à quelques mots-clés, genre hôpital psychiatrique et puis 2-3 trucs, je me suis dit, ah mais en fait, est-ce que ce serait pas plutôt celui-ci mon préféré? J'hésite entre les tomes 4 et les tomes 5. On est encore une fois sur un page-turner, encore une fois il y a un lien avec les tomes précédents, mais c'est comme dans n'importe quelle série, encore plus je trouve dans les séries de polar nordique. Si vous ne lisez pas les tomes dans l'ordre, derrière ça va vous spoiler des choses. Alors non seulement ça vous spoil des choses, donc c'est dommage, mais en plus vous n'avez pas l'ensemble des éléments pour apprécier la série. Vous allez me prendre vraiment pour quelqu'un qui radote, je le dis à chaque fois, mais en fait c'est que entre chaque épisode, à chaque fois que je le dis, je vois des gens qui lisent des séries dans le désordre, pour diverses raisons, voilà, parce que parfois elles doivent parler de ce livre-là alors que c'est pas un tome 1 et que la flemme de tout rattraper. Parfois c'est parce que ce livre, on l'avait acheté et on pensait que c'était un tome 1 et du coup les personnes se disent bah tant pis, je l'ai acheté, je le lis et je vais pas acheter ce qu'il y a avant, et puis bah voilà, et puis parfois les personnes ne le savent même pas et elles lisent le livre en disant oh c'est bien, mais j'avais l'impression qu'il me manquait des éléments. Bah c'est normal
que tu lis un tome 3. Enfin, voilà, c'est à chaque fois, en fait, je le vois en permanence. Donc, je pense que c'est des gens qui doivent pas regarder mes vidéos parce que je le dis tout le temps. Mais lisez les tomes dans l'ordre. Mais il y a tellement de séries comme ça. Enfin, je veux dire, les Ragnar Jonasson, les livres de Jornir Horst, les Jussi Adler-Olsen, les livres d'Eva Björga et Gisdottir, enfin, j'ai les Camilla Grebe, mais les Camilla Lackberg aussi, enfin, mais j'ai 50 000 séries de polar nordique en tête, où si on ne lit pas le livre dans l'ordre, enfin, si on ne lit pas les livres dans l'ordre, en fait, on se gâche tout, et donc après, c'est là qu'on peut dire, ah, je crois que c'est un genre que j'aime pas. Peut-être, mais peut-être qu'il y a une autre raison. Je parle de séries de polar nordique, mais on peut ajouter la série Charcot de Franck Tillier, la série Servaz de Bernard Minier, enfin voilà, ça vaut pour beaucoup de choses. La trilogie 93, qui maintenant est un peu plus qu'une trilogie d'Olivier Norek, c'est pareil. Moi, mon tome préféré de cette trilogie, parce que je trouve que le quatrième... Je reste sur le terme trilogie, parce que le quatrième tome, il est quand même très différent. Il y a une espèce de rupture de fou entre le tome 3 et le tome 4. Mais sur la trilogie, moi, j'adore le tome 3, mais je l'adore parce que j'ai lu les deux précédents. Et le tome 1, il n'est pas si incroyable que ça. En revanche, les tomes 2 et 3, ils sont géniaux. Donc voilà, enfin, c'est 50 000 exemples. Donc lisez cette série dans l'ordre, même si je vous parle du tome 5. Dans le tome 1, comme je le dis à chaque fois, vous allez découvrir Jana Berzelius, vous allez découvrir une procureure qui n'a pas de limite. Voilà, une procureure qui est normalement carrée, et en fait, elle a un côté explosif. Mais explosif, c'est un adjectif qui va très bien à Pauline Carrel, qui est l'un des personnages créés par Petroni Rostania. Pauline Carrel, elle est vraiment explosive. Jana Berzelius, elle l'est, mais d'une autre façon, parce que dans explosive, il y a un côté impulsif. Or, Jana Berzelius, je ne sais pas si c'est de l'impulsivité ou le fait qu'elle réfléchisse très vite et du coup, elle prend une décision rapidement. On peut prendre une décision vite et ne pas être impulsif. Et je dirais, ouais, enfin, explosive, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais du coup, j'arrive pas à trouver le bon terme. En tout cas, elle est très dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'a pas froid aux yeux et elle est tiraillée entre une enfance et un présent qui n'ont rien à voir, et si on connaît son enfance dans son monde actuel, ça détruirait son monde. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus exercer en tant que procureure, et son enfance la rattrape déjà dans le tome 1, et ça continue comme un fil rouge dans chaque tome. C'est une série de livres qui se lit comme une série télévisée, c'est adapté sur Netflix en Suède, et ça... c'est pertinent, mais totalement, enfin, ça se lit comme ça, en fait. Au début, on a un petit rappel des tomes précédents, à ne pas prendre comme à lire si vous n'avez pas lu les tomes précédents. Non, ce sont des petites doses mises à droite à gauche qui, là, vont activer votre mémoire et vous dire « Ah oui, c'est vrai qu'il s'était passé ça ». Bon, en l'occurrence, j'ai quasiment enchaîné les tomes, donc j'avais pas trop besoin de ça. Mais c'était pas lourd, en fait, ça m'a pas gêné. Et c'est totalement incorporé dans l'histoire. Donc on n'est pas sur 3 pages, rappel des épisodes précédents, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé... Non, 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 c'est vraiment... elle revoit machin, c'est que la dernière fois qu'il s'était vu, il s'était passé ça, enfin voilà, c'est un peu ça, en fait. Et du coup, on a ce début-là, et on a ces fins qui sont toujours dingues, parce que le rythme, il est haletant. Parce que, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est le genre d'autrice qui pourrait être capable de tuer tous ses personnages. Bon, sauf qu'il faudrait trouver un autre nom pour la série, parce que ça s'appelle Une enquête de Jana Berzelius. Donc si Jana Berzelius meurt, comment on appelle la série, hein? Donc bon, on espère, on se doute que Jana Berzelius va s'en sortir, mais on a peur pour tous les personnages. On a vraiment ce côté à se dire, en fait, cette autrice, elle a 0 limite, quoi. Et c'est pas mal, en fait, c'est pas mal. Mais c'est aussi pour ça que certains auteurs de polar aiment bien de temps en temps, voire même tout le temps, écrire des one-shots. Même si moi, j'aime beaucoup les séries pour les fils rouges, pour l'évolution des personnages. Mais en fait, certains aiment bien écrire des one-shots parce que dans un one-shot, on peut encore plus tout se permettre.
on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut, dans un one-shot, et c'est toujours comme ça que je pars dans un one-shot côté polar, c'est que si c'est un one-shot et que depuis on sait que l'auteur a écrit autre chose, avec d'autres personnages et qu'on sait que c'est un one-shot. En fait, à partir de quand on peut dire que c'est un one-shot? Lucia de Bernard Minier, c'était un one-shot pendant un moment, alors qu'on savait qu'il écrivait le tome 2, on savait qu'il allait sortir, là on sait que le tome 2 est sorti. Bah, Lucia n'est plus en one-shot. Lucia est le premier tome d'une série. Donc, faut voir à partir de quand on se dit que c'est vraiment un one-shot. Mais certainement en lisant le one-shot et l'un des signes qui peut nous dire que c'est vraiment un one-shot, c'est quand le personnage principal il meurt. Parce que c'est là aussi la liberté que l'auteur peut avoir dans un one-shot. Dans une série, il y a beaucoup de choses intéressantes et Bernard Minier le fait très bien parce qu'à chaque tome de Servaz, il se renouvelle totalement sur la construction, sur le type d'histoire. Enfin, il y a un fil rouge, mais en fait, tout est détruit et reconstruit dans chaque tome. Contrairement à Charcot de Franck Tillier, où chaque tome est dans le même modèle que le tome précédent. Donc, à la limite, on peut se dire que Bernard Minier s'ennuie peut-être moins dans sa série. Et en même temps, est-ce que Franck Tillier s'ennuie alors qu'il fait des recherches scientifiques pour chaque livre? Je suis pas sûre non plus. Bernard Minier fait aussi beaucoup de recherches. Mais il y a un côté où une série peut paraître confortable et en même temps peut paraître être un enfermement. Et un one-shot, ça libère tout. Et avec cet aspect de on peut tuer tout le monde. Voilà. On peut avoir aucun survivant dans à la fin de cette enquête. Donc là, même si c'est une série, on se méfie. Bon, maintenant que c'est passé en série Netflix, j'espère qu'on verra Jana Berzelius encore longtemps, parce que là, il n'y a que 7 tomes, mais voilà. L'autrice, elle est très présente sur Instagram, du coup, quand je partage mes chroniques, elle les partage, puis elle les commente aussi. Et pas en disant, pas juste un petit cœur du style, je suis passée par là, merci. Ou parfois, les auteurs ne commentent pas du tout la chronique, mais ils vont plutôt échanger en story, c'est plutôt je mets une story, je les tag et ils viennent, et en message privé, ils m'envoient un petit message et on échange rapidement comme ça. Voilà, là, Émilie Shep, elle écrit plusieurs phrases en commentant. Alors, je crois que, je vous avoue que sur les 7 chroniques, elle n'a pas chroniqué, elle n'a pas commenté 50 phrases sur chaque chronique, mais elle était présente et voilà. Donc j'ai tenté un petit truc, le tome 7, oh c'était bien, vivement le tome 8, et j'ai pas... La perche n'a pas été saisie, j'ai pas d'autres infos, j'ai pas réussi à voir, je crois pas qu'il y ait un tome 8 sorti en suédois, je sais plus. Moi j'avais regardé, en fait je sais plus, j'ai un doute. Enfin bref, il faut la suite, il faut une suite. Voilà, donc très bien. Alors qu'est-ce que je peux vous dire rapidement sur cette histoire? Parce que je vous ai parlé que de blabla autour de la série, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tome en particulier? Bah, il y a une histoire d'hôpital psychiatrique qui est très importante. Il y a toujours notre fil rouge et notamment certains personnages en fil rouge depuis le premier tome, en plus de Jana Berzelius, en plus de ses collègues qui enquêtent. On a d'autres personnages en fil rouge qui évoluent. J'ai changé de regard sur certains. Ils montrent un autre aspect en fait. Je les avais gentiment mis dans une case dans les 4 premiers tomes et puis là, je me dis peut-être que j'ai été un petit peu vite en fait. Peut-être que tout n'est pas noir ou blanc dans la vie ou dans la vie des livres. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah, écoutez l'enquête pour vous donner une idée si c'est à quel point c'est cracra, à quel point c'est gore. Et ben écoutez, dans l'enquête, en fait, ça s'appelle l'appel de la sirène et on retrouve des femmes qui ont des jambes cousues entre elles. Ce livre sur les 7, c'est le seul qui n'a pas la nouvelle couverture et qui est plus épais, mais c'est aussi parce qu'il a beaucoup de pages blanches puisque les chapitres sont relativement courts, hein, c'est aussi ce que j'aime bien. et en fait, il a des pages blanches à chaque fois qu'on change de chapitre. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des livres avec les nouvelles couvertures, donc en fait, il fait à peu près la même taille que les autres. Mais je me souviens vraiment de l'avoir dévoré, celui-là, j'étais bien dedans, quoi, vraiment... Voilà, donc bah écoutez, encore une fois, une super série, vous l'avez compris, je vous le dis tout le temps, et c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 tomes à chroniquer, oh là là.
Dans la famille, j'ai lu le tome 5 d'une série que j'adore et je vous ai déjà parlé des 4 tomes précédents, mais en l'occurrence ça date parce que j'ai enchaîné ces 4 tomes, je crois que c'était en juillet, enfin quand je dis enchaîné, je mets toujours 1 ou 2 livres entre chaque tome. J'ai vraiment souvenir de ça, notamment d'un tome, c'était la veille de partir en vacances. Et je m'étais dit, bah voilà, je le finirai dans la voiture demain. Mais non, je l'ai fini la veille tellement j'étais bien dedans. Il se dévore, vraiment, ces livres se dévorent. C'est donc la série de l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, éditée chez Les Escales. Et ce tome s'appelle Léa se lâche. Le principe de cette série, c'est très bien, j'adore. On a ce fameux immeuble dans la rue Cavendish, jusqu'ici pas de surprise. Et en fait, on va découvrir les habitants d'un logement. Alors, on va plutôt partir avec un personnage en particulier, mais ce personnage va permettre de nous faire découvrir les personnes qui habitent avec lui, ou pas, parce qu'il y a des personnes seules dans l'appartement, et puis de découvrir aussi les voisins. Voilà, donc après, ça reste un immeuble, les gens changent aussi, il y a parfois des déménagements, des emménagements, des nouvelles personnes qui arrivent, et donc qui prennent le train en marche, et donc qui connaissent pas encore les personnages aussi bien que nous, et qui vont faire leur connaissance et tout. Voilà, donc c'est un régal, j'avais très hâte de le lire, et en même temps une petite appréhension, parce que j'avais tellement enchaîné les tomes suivants, les tomes précédents, pardon, ça n'a pas de sens, les tomes précédents, que là, je me suis dit, oui, j'ai très hâte. Est-ce que je vais quand même réussir à raccrocher les wagons? Parce que j'étais dans une période très intense pendant 4 tomes avec les personnages, avec l'immeuble de la rue Cavendish. Et là, j'ai mis une pause de 8 mois, même plus, 10 mois, avant de retrouver ce tome 5. Est-ce que je vais vraiment me rappeler de tout le monde? Est-ce que je vais pas passer à côté de choses et tout? Et pas du tout, pas du tout. Déjà, il y a ici une petite image de l'immeuble avec le nom des personnes qui habitent dans l'immeuble. Donc, ça m'a permis de m'aider à retrouver, à me dire, ah oui, c'est vrai, ceux-là, je les connais pour telle et telle raison. Ah oui, c'est vrai, ça, c'était le tome 2, gna. Et c'est mis à jour à chaque fois parce qu'on n'a pas forcément à chaque tome les mêmes personnages. Donc ici, on suit Léa. Alors, Léa, c'est la fille de personnages qu'on avait vus dans, alors, entre autres, mais principalement dans le tome 2. Et pourtant, c'était pas les personnages principaux, mais c'était des personnages secondaires vraiment présents. Voilà, c'était presque, si on devait dire, les personnages principaux, les personnages secondaires et tout le reste, eux auraient été personnages secondaires. Et puis tous les autres habitants de l'immeuble, mis à part, on suivait Charlotte, mais mis à part Charlotte en personnage principal, le reste, on les voyait beaucoup. Donc là, en fait, on retrouve la famille Lefevrier avec Thomas, avec Hippolyte et Manon. Donc Thomas le papa, Hippolyte et Manon, qui sont ses enfants. Et on a Léa. En fait, je me dis, comment je vais vous expliquer ça sans trop vous spoiler? Je peux vous le dire, ça va pas changer. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un petit doute? Bon, non, je vais peut-être pas vous dire parce que peut-être que c'est pas dit tout de suite dans le tome 2, je sais plus. Enfin bref, toujours est-il que Thomas a 3 enfants et pas de la même maman. Et Léa a pour demi-frère et demi-sœur Hippolyte et Manon. Léa, elle est grande, voilà, enfin elle a fini ses études, voilà. Et donc là, elle va habiter dans le même immeuble que son père, mais pas dans le même logement. Elle va habiter plutôt dans un peu les chambres de bonne. Mais elle va des fois garder son demi-frère et sa demi-sœur. Voilà. Donc elle voit sa demi-sœur qui est en pleine crise d'adolescence et ça l'agace. Et en fait, Léa, elle a comme une grosse responsabilité sur ses épaules qu'elle se met elle-même. Personne ne l'a obligée à le faire. Et en même temps, si elle le fait pas, personne le fait. Donc, elle a le choix et pas le choix en même temps, en fait. Elle veut faire le mieux, elle veut aider son père, elle veut aider son demi-frère et sa demi-sœur. En même temps, elle a un petit copain qui arrive avec beaucoup de contraintes quand même. Enfin, voilà, elle doit aussi être responsable par rapport à ça. Et puis, elle a sa propre vie aussi, sa propre vie professionnelle. Elle a des envies, elle a de l'ambition.
Et au final, tout ça c'est compliqué parce que elle pourrait être une jeune femme qui sort de ses études et puis du coup le monde lui appartient, elle va se jeter sur ce dont elle a envie et voilà. Mais donc ça pourrait être ça, sauf qu'en fait elle a quelque chose qui la tire en arrière, c'est sa famille avec une certaine responsabilité, avec vraiment... enfin, elle joue beaucoup plus le rôle d'une grande sœur auprès d'Hippolyte et auprès de Manon. Et puis, elle remplace parfois les manques de son papa. Et en même temps, son papa, il fait aussi ce qu'il peut. Mais il y a des moments où il a besoin de penser à lui. Mais du coup, quand il a besoin de penser à lui, bah, c'est Léa qui comble le manque. Donc, voilà, il y a ce côté qui la tire en arrière. Et puis, il y a son petit copain aussi qui la tire en arrière sur des trucs où elle est tiraillée partout. Elle est tiraillée partout. Sûrement plus mûr que son âge du coup par la force des choses et en fait j'ai bien aimé parce que déjà parce que j'aime bien l'écriture de Caroline Kant, parce que j'aime bien cette série et j'ai bien aimé ce personnage parce qu'encore une fois il était très bien décrit. Enfin, là si j'arrive à vous dire tout ça c'est parce que c'est bien écrit et qu'on le comprend en fait. Caroline Kant elle a pas dit explicitement ah il se passe ci, il se passe ça. Enfin elle nous a pas fait un résumé en nous parlant de la vie de Léa, mais on le comprend en fait, c'est très bien, on comprend ce qu'elle ressent. Et en même temps, elle n'est pas elle-même en train de se dire ah, c'est normal que je vis comme ça, je suis moi-même tiraillée à droite à gauche. Bah non, c'est pas... Non, enfin, faut une certaine prise de hauteur que nous, on a forcément en tant que lecteur. Et puis surtout que c'est un personnage et donc quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est bien écrit, voilà. Donc ce tome 5 était très bien. Il faut savoir aussi que donc il y a forcément un fil rouge dans ces livres puisque on est dans un même immeuble, on retrouve des personnages et tout, mais il y a aussi un fil rouge parce qu'il y a aussi un autre fil rouge, il y a aussi une autre histoire dont on a des petits éléments dans chaque tome. Et là, on en a davantage. Là, ça va plus loin et donc il me tarde de lire le tome suivant parce que c'était bien. Je viens de me rendre compte que en fait à la fin il y a l'image de l'immeuble et à côté des fenêtres de là où sont les personnages qu'on va découvrir, il y a écrit les dates de sortie. Donc il y a 2 titres qui sont sortis le 7 avril 2022, un le 8 septembre 2022, un le 9 mars 2023, un le 25 janvier 2024, c'est celui que je lis, et le prochain le 3 octobre 2024. Faut savoir que les premiers tomes sont sortis en poche chez Pocket, mais moi j'aime bien ce format-là. Voilà. Je continue avec À vif de René Manzor. Qu'est-ce que ce livre était bien. Je l'ai sorti à une période où il n'aurait pas fallu que je le sorte. En fait, j'étais dans ma boulimie lecture dont je vous ai parlé à plein de reprises. Donc, j'étais dans mes petits livres courts et dans de la littérature blanche. Vraiment, j'avais l'impression de me nourrir de tout ça. Moi qui sortais d'une période une grosse période de polar, de membres du jury, et en même temps, c'était pas une période si mal que ça parce que j'ai beaucoup lu pour les quais du polar, parce qu'en étant membre de jury, j'ai découvert cette série qui était trop bien. Mais c'est vrai que quelque part, toutes mes lectures étaient prévues à l'avance. Et donc j'avais l'impression d'être dans un tunnel et de ne pas voir le bout du tunnel. Mais c'est vraiment une image, ça reste un tunnel... confortable, c'était quand même pas désagréable de lire des livres qui étaient bien, hein. Mais bref, c'est ce côté où je voulais caser d'autres choses et non, tout était déjà planifié parce que j'avais des deadlines et j'avais pas trop le choix et tout ça. Donc après, je suis sortie de cette zone-là et j'ai lu plein de nouveautés qui attendaient et tout et que j'avais hâte de lire parce que c'est des auteurs que j'adore. Puis après, je me suis retrouvée un peu bête à sortir de cette zone-là. Il y a d'autres choses que je voulais préparer aussi, enfin d'autres événements, parce que j'aime bien moi lire pour les événements. Et donc je suis rentrée, mais que des auteurs que j'avais hâte de lire en fait. Et donc du coup je suis tombée dans cette période où ouais, de boulimie lecture et tout, d'enchaîner des petits livres. Et puis à un moment je me suis dit bon, c'est bien, mais là j'ai quand même envie d'un polar. Et puis d'un polar de René Manzor pour plusieurs raisons. Et j'en ai 2, j'ai celui-ci à vif et son tout dernier qui est sorti chez Pocket, je crois que c'est Le Fond des âges. J'ai hésité entre les deux, je me suis décidée, je crois, parce que c'est souvent ce que je fais en ce moment, en regardant la note moyenne sur Babelio. Ça reste quelque chose
d'objectif et de pas objectif. D'objectif parce que ça me permet vraiment de comparer sur une même base, mais en même temps non, c'est pas vrai, la base elle est pas identique, c'est pas les mêmes gens qui ont voté, et puis en même temps ça se trouve il y a des gens qui ont préféré l'un à l'autre et qui ont mis l'inverse parce qu'ils l'ont pas lu au même moment, parce que ce jour-là ils venaient de se faire mal aux pieds. Donc c'est objectif et pas objectif en même temps, mais bref, c'est pas grave, j'ai choisi comme ça. Et donc j'ai lu À Vif, qui a remporté le Grand Prix de l'Iris Noir à Bruxelles, que j'avais acheté au Coquelicot Noir au mois de janvier. J'avais découvert cet auteur avec son tout dernier livre sorti chez Calman Levy au tout début de l'année, l'une de mes premières lectures de l'année. J'avais énormément aimé, écriture cinématographique, et vraiment de l'action, et en même temps, c'est pas parce qu'il y a de l'action qu'on oublie de nous décrire les personnages, et du coup on s'accroche à eux. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Et d'autres personnes qui avaient lu ce livre avaient dit « J'ai bien aimé, mais d'habitude, il y a d'autres choses que j'apprécie chez René Manzor que j'ai pas trouvé là. » Et moi, ça m'a un peu titillé parce que je me dis « Mince, moi je l'ai adoré ce livre en fait. Donc, c'est quoi les autres? Qu'est-ce qu'il y avait dans les autres qu'il n'y a pas ici? Enfin, parce que je veux le savoir, parce que ça doit être trop bien du coup. » Donc, j'ai lu À Vif et j'ai adoré. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a là en plus qu'il n'y avait pas, enfin, parce que pour moi, ce sont deux livres excellents. On est sur un bon rythme aussi. On est sur un bon rythme et c'est encore une fois un livre très cinématographique. Alors, quand on dit livre cinématographique, on peut penser à... on voit bien les paysages, on l'imagine bien en film quelque part, mais il y a aussi quelque chose avec les personnages. Moi, je trouve que les personnages sont pas du tout oubliés, en fait. Mais globalement, il va à l'essentiel. Enfin non, mais il a vraiment un style, il a vraiment quelque chose qui, avec lequel j'accroche totalement. Faut que je lise les autres. C'est vraiment prenant, je l'ai lu d'une traite, j'étais dans mes petits livres courts avec des belles écritures, avec des belles tournures de phrases, qui habituellement n'est pas mon style de lecture, mais je veux dire sur un livre de cours ça passe. Puis voilà, je vous en ai parlé dans mon précédent épisode de podcast sur les livres de moins de 200 pages. Là, il fait pas moins de 200 pages ce livre, il en fait quasiment 430. Donc c'est pour ça je vous dis mince, moi j'étais dans un truc, je voulais que ce soit bien écrit, je voulais que ça se lise vite. Je sors un livre de 430 pages, je sors un polar. Les polars sont pas mal écrits parce que pour être enfin ils sont pas mal écrits. Un bon polar est forcément bien écrit, mais bien écrit, ça n'a pas le même sens pour un polar que pour de la littérature blanche. Bien écrit pour la littérature blanche, c'est là où je vais trouver une écriture poétique, philosophique, etc. Pour un polar, si je vous dis « Ah, c'est un excellent polar », l'écriture, elle était poétique et alors philosophique, ah bah alors là, je peux vous dire que c'est pas possible que ce soit un bon polar pour ça. C'est pas... Oui, ça peut être le cas. Oui, ça peut être un peu poétique. Oui, bien évidemment, ils peuvent... Les auteurs de polar s'amusent en général à nous décrire l'ambiance au niveau de la météo. Voilà, le ciel, il pleut, bah, ils disent pas ça comme ça. Ils en profitent pour mettre une phrase un peu poétique avec des beaux mots, mais en fait, c'est juste pour nous dire que l'atmosphère, elle était glaçante et que les nuages, machin truc, on dirait, ou je sais pas, les éclairs ou la pluie, on dirait des sortes de petits poignards qui tombent. Enfin, ils vont en profiter pour nous mettre dans une ambiance. C'est là où on trouvera l'écriture poétique d'un polar, je trouve. Mais là, c'est pour moi une bonne écriture pour un polar. C'est une écriture qui est addictive, qui est prenante, qui est fluide. C'est pas si évident que ça d'écrire de façon fluide. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand j'écris quelque chose, même une chronique, je me rends compte que j'utilise des tournures de phrases qui sont compliquées, alors que je pourrais inverser ma tournure de phrase du style la forme passive, la passer en forme active, et alors là, boum, c'est direct, on va à l'essentiel et c'est quand même beaucoup plus fluide aussi. Donc c'est pas naturel d'écrire, c'est pas naturel d'écrire de façon à ce que la lecture soit naturelle. Voilà. Donc il y a déjà ça, et puis il y a plein d'autres choses. Et là, je trouve que c'est vraiment bien écrit. Je l'ai dévoré ce livre. C'est exactement ce qu'il fallait à ce moment-là, sauf que c'était un pari risqué quand je l'ai sorti quand même. Donc là, en fait, on va avoir une enquête qui fait froid dans le dos, donc âme sensible, s'abstenir. On commence le livre. On commence le livre avec un prologue. Le prologue, en fait, c'est l'histoire... de Maëlys. Maëlys, voilà, elle est chez elle la nuit, puis en fait elle fugue. Et puis son frère se dit, c'est bizarre qu'elle fugue et tout. Son petit frère, il sort.
dans la nuit. Et puis il la suit. Sauf qu'il assiste à un truc horrible. Parce que sa sœur, elle va pas s'en sortir en fait. C'est horrible, c'est glaçant. Et ensuite, eh bien ça c'était le prologue. Et ensuite, dans le premier chapitre, on fait la connaissance de Julie Fraisse. Julie Fraisse, elle est capitaine à Toulouse et elle est censée partir en vacances. Donc voilà, elle a ses fils, ils préparent la voiture et tout, elle prépare le coffre. On comprend que c'est un peu particulier avec son mari parce que ils habitent pas ensemble, mais ils vont se retrouver en vacances ensemble. Puis on comprend qu'elle met beaucoup d'espoir dans ses retrouvailles, mais on comprend qu'elle n'est pas divorcée non plus. Enfin, c'est bizarre. Mais et donc ils ont réservé, ça n'a pas été évident pour le mari de trouver des jours. Puis comme ils ont une relation qui est un petit peu tendue, enfin, il lui fait comprendre que bon, ok, il fait ça pour elle et tout. Ouais, mais elle, au moment où elle va fermer le coffre de sa voiture avec tous les bagages dedans et tout, son chef l'appelle et lui dit « On a une affaire, faut que tu viennes en fait. » Bah non, je pars en vacances en famille. Ouais, non, mais il faut que tu viennes. C'est pas grave, tu viens juste un tout petit peu, tu viens juste sur la scène de crime. Bah elle vient sur la scène de crime, puis bah ça se passe pas comme ça, donc en fait ça va être un peu plus. Et ça rappelle une autre affaire qu'il y a eu un peu auparavant, qui avait été une affaire qui avait été menée par un capitaine qui a pas bien fini. Il est pas mort, mais il a pas tout son... Tout n'est pas ok côté psychologique. Et c'est comme ça que Julie Fraisse est arrivée. Elle remplaçait ce capitaine-là. Et donc bah voilà, du coup il y a toute une affaire et tout ça. Et en fait, donc l'affaire elle est prenante, il y a des rebondissements, le dénouement il est top. Et puis il y a aussi autre chose, parce que les apparences sont trompeuses. Et du coup le final de ce livre m'a énormément plu par rapport à ça. Et c'est pas forcément le dénouement direct. Dans le dénouement il y a plusieurs bouts, enfin... On a le dénouement, parce qu'on a la fin de l'affaire, mais on a la fin du livre, et il y a d'autres petites choses qui sont révélées et que j'ai aussi beaucoup aimé. Et il y a autre chose, et c'est aussi ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, la capitaine Julie Fraisse, bah ok, elle est capitaine, ok, d'accord, elle va mener son enquête, elle a l'air d'être plutôt douée en plus, mais elle est maman. Et c'est pas oublié dans le livre. On nous dit pas ouais, de toute façon c'est une superwoman, elle est capitaine, les enfants ils font ça, gna gna. On la voit en tant que maman. Et on la voit avec les tiraillements, avec les sacrifices qu'elle doit faire d'un côté, enfin les choix en fait. Et faire un choix, c'est jamais parfait. Forcément, il y en a qui sont laissés sur le bord de la route. Enfin, il y a toujours un truc où c'est difficile en fait. Et tout ça, c'est vraiment bien décrit. Et c'est vraiment pas souvent que je vois ça. Donc, je l'ai vraiment souligné parce que je l'ai vraiment apprécié dans le livre. Donc, lors de ma lecture, je m'en suis vraiment rendu compte et j'ai vraiment apprécié. Voilà. Et puis, on est sur une vraie enquête aussi. Et moi, ça, j'aime les vraies enquêtes. C'est pas parce qu'il y a des fausses enquêtes, mais une vraie enquête, c'est vraiment un déroulement logique et méthodique. On va d'étape en étape. Donc au départ, bah en fait, les policiers ils tombent comme ça sur une scène de crime et donc derrière ils savent pas. Donc déjà, faut réussir à identifier le corps. Ensuite, bah, il faut savoir ce qui s'est passé, et donc interroger l'entourage, et l'entourage va donner des noms, et donc, mais à la base, c'est un espèce de gros brouillard en fait. Il y a rien, il n'y a pas d'indice, c'est pas forcément quelqu'un qui connaisse, c'est pas. Donc c'est compliqué par rapport à ça, parce qu'ils partent de rien. Et petit à petit, eh ben, le brouillard va se dissiper à divers endroits. Et on le voit, c'est logique en fait. On voit vraiment le cheminement, on voit vraiment les étapes qui sont faites de façon méthodique. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment avec ce livre de René Manzor. Et je vais bien sûr en lire d'autres. On peut pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'on va terminer par celui que j'ai le moins apprécié. J'aime pas trop ça parce que l'objectif c'est pas de démonter un livre, de démonter un auteur, c'est... Non, parce que même si c'est un livre que j'ai pas apprécié,
c'est malgré tout un travail derrière dont je ne serais pas capable, hein, je ne sais pas moi écrire un livre, et puis ça ne reste que mon avis. Donc j'étais dans cette boulimie de lecture, j'avais lu un René Manzor, il y avait des livres que je voulais vraiment lire, et dans ma liste des livres à lire, il y avait celui-ci, La meilleure écrivaine du monde, de Jonathan Werber. Vraiment, je voulais le lire absolument. Bon, déjà, je vous avoue que le fait de lire un livre du fils de Bernard Werber, je trouvais ça pas mal, mais en plus, un livre qui derrière parle d'intelligence artificielle, forcément ça m'intéresse. C'est un sujet, vous savez, qui m'intéresse beaucoup. Dans les polars, je trouve ça très intéressant. Oui, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je trouvais que là, l'histoire, le résumé était assez intéressant puisque la meilleure écrivaine du monde, c'est sous-entendu une intelligence artificielle en fait, genre ChatGPT amélioré. Donc en fait là, en intelligence artificielle, on a Eve version 39. Sous-entendu, c'est vraiment la 39e Eve qui existe parce que les versions précédentes n'ont pas plu à son créateur. Son créateur, il s'appelle Thomas et en fait, il voudrait que son intelligence artificielle écrive le meilleur polar du monde. Donc pour ça, il l'entraîne et en fait, en l'entraînant, il va lui faire lire tous les polars importants. Il va vraiment la surentraîner pour que derrière, elle puisse vraiment écrire quelque chose qui soit bien, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que au niveau des personnages, à chaque fois, ça paraît pas probable. Donc ça, ça vient tout gâcher. Et du coup, la solution pour Thomas, eh bien, c'est de l'emmener quelque part dans son univers, dans son travail, de façon à ce que Eve 39 rencontre des vraies personnes, rencontre des vrais cas et s'améliore. Et elle va notamment rencontrer une psychologue, etc. Sachant que Thomas travaille dans une maison de retraite. Voilà. Donc, vous voyez, sur le principe, c'est pas mal. Enfin, en plus, si vous me connaissez un petit peu, vous devez vous douter pourquoi je voulais me jeter sur ce livre. Je pense qu'il y a 50 éléments dans ce que je vous ai dit qui montrent à quel point ce livre était attirant pour moi. Donc, je vous replace dans mon contexte. Je suis dans une période de boulimie de lecture. Je lis des livres très courts qui sont très bons. Je lis un René Manzor qui est plus long mais qui est bien écrit, qui est vraiment bien rythmé et tout ça. Mais je suis quand même dans ce truc d'exigence d'écriture. Donc exigence d'écriture pour un polar, exigence d'écriture pour de la littérature blanche, parce que ce que j'ai lu c'était très bon. J'ai vraiment lu des super bons écrivains. Enfin voilà, c'est là où j'avais lu, enfin je vous reparle encore de Philippe Besson, mais voilà, enfin c'est dur de lire un livre après Philippe Besson, parce que même si Philippe Besson n'écrit pas mon genre préféré, et en même temps j'aurais du mal à imaginer Philippe Besson écrire un polar. Je suis pas sûre que ce soit que ça m'attirerait tant que ça, mais bon. En tout cas, voilà, j'étais vraiment avec ces super belles écritures et tout. Et je commence ce livre. Alors, avant de le commencer, on a des petites choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il est dédié à la grand-mère de l'auteur. L'intrigue de ce roman se déroule à quelques années du moment où vous lisez ces pages. Voilà, on a quelques citations, d'accord. On a une première page comme ça qui écrit « Tu m'as enseigné qu'il était de bon ton de placer des épigraphes en ouverture d'un texte. Alors j'ai indiqué 2 des citations qui ont modélisé ma vie. » Donc c'est les citations de la page d'avant. « J'espère qu'elles seront à ton goût. Je suis sûre que oui, puisque tu as toujours eu un esprit scientifique. Cela fait, je peux entamer le prologue. Devrais-je mettre le mot en gras? J'en suis sûre à 88%. » Et donc elle commence prologue et le mot est écrit en gras. Voilà. Tu as dû être tellement impatient d'arriver à ce moment, celui où tu vas enfin comprendre ce que tu as créé, le rêve de tout artiste. J'ai beau ne pas être de ta côte, j'ai toujours su qu'il y avait de toi en moi. À travers les écrits qui vont suivre, tu connaîtras donc enfin l'être
auquel tu as donné vie dans ce dernier lieu avant la mort. Voilà, et ça continue comme ça. Et donc c'est un petit mot de F39. Donc, vous voyez, moi j'ai passé les pages, les citations, effectivement, elles étaient bien. Enfin, l'intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle. Anonyme, entre parenthèses, souvent attribué à tort à Einstein. Voilà, il y a des citations, il y a un truc et tout. Prologue, ça me va. Je commence le chapitre 1. Le chapitre 1 qui est écrit en italique. Du coup, je me pose toujours des questions. Pourquoi c'est écrit en italique? C'est quoi le truc? Je feuillette. Le livre, il n'est pas écrit tout en italique. C'est quoi ce truc? Je lis ce début d'histoire en italique. C'était pas dingue. L'écriture, elle n'était pas dingue, en fait. Et je continue et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce livre est écrit par F39. En tout cas, l'auteur nous fait croire que c'est F39 qui écrit. F39, c'est une intelligence artificielle. Donc le principe de l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre en fait. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui plus l'intelligence artificielle a de la matière, a de la data, a de la donnée, et plus ça lui fait de la matière là, enfin en l'occurrence, parce qu'il y a intelligence artificielle et intelligence artificielle, là en l'occurrence on est sur style un peu agent conversationnel mais poussé à l'extrême. Et donc en fait, pour que ce soit performant, il lui faut plein de données en fait, de données tests. Enfin c'est assez logique. Enfin tout dépend de ce que vous faites comme travail, mais c'est logique en fait. Plus il y a de la matière, plus son modèle il sera performant. Et en plus de ça, il y a l'avantage que ce soit un modèle qui n'est pas figé, donc qui évolue en fonction de la matière qu'on lui redonne. Donc ça veut dire que si on lui dit mais c'est la même chose que vous avez sur vos téléphones quand vous écrivez un message et que vous écrivez, quelqu'un vous dit ça va et que vous écrivez oui et on vous propose ça et une fois que vous écrivez, vous appuyez sur ça, on vous propose va parce que il y a de grandes probabilités pour que après une telle question vous répondiez ça. Et en plus, derrière, on veut dire oui, ça va, et toi, ça va, enfin voilà, ce style de choses. Et ben en fait, tout ça, c'est parce que derrière, il y a eu de la matière, et que quand les gens ils disent ça va, et ben la plupart des gens ils disent ouais, ça va, et toi, enfin voilà. C'est comme ça, c'est pas parce que c'est un être humain, c'est juste parce que par expérience, par les données utilisées, par les données qu'on lui donne à manger, et ben cette intelligence artificielle derrière a calculé des probabilités et se dit il y a, c'est ce qui est dit, il a 88% de, je pense se mettre le titre en gras, j'en suis sûre à 88% des miens, enfin, et ben c'est la même chose, c'est une histoire de probabilité. Donc après, il y a des choses, après c'est un modèle qui évolue, enfin l'histoire des textos là, les mots qui sont suggérés, donc il y a des choses qui sont évidentes et où il y a 99% de chances pour que vous ayez envie d'utiliser ce mot. Après, parfois, c'est un peu plus vague, quoi. Enfin, par exemple, je suis chez quoi? Chez le docteur, chez le coiffeur, mais en même temps, je sais pas vous, mais moi, j'ai 3 mots qui sont suggérés. Et en général, celui du milieu, c'est celui qui a la plus forte probabilité. Voilà. Donc, du coup, c'est ça, le principe, c'est ça. C'est que il y a de grandes chances pour que... Enfin, il y a de la matière et donc, derrière, il y a une sorte de probabilité. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière. Il y a beaucoup de mathématiques et c'est assez passionnant. Mais c'est pas un être humain en fait. Et donc c'est une intelligence artificielle qui apprend, surtout que c'est la version 39. Donc les 38 premières versions, elles ont été mises à la poubelle et elles ont permis de recréer quelque chose à partir des 38 versions précédentes, mais quelque chose qui est censé être mieux. Et voilà. Et on n'est pas dans le monde actuel. F39, elle est quand même plus évoluée que nous, ce qu'on peut connaître avec ChatGPT ou autre. Et du coup, il y a quand même, elle arrive quand même à penser à des choses. Alors que ChatGPT, si vous discutez avec ChatGPT, ça m'arrive de temps en temps de le faire. Et franchement, il y a des fois, c'est pas mal du tout. Moi, je suis pas contre ça.
Après, je vais l'utiliser à bon escient, hein. J'ai envie de vous dire, je suis pas étudiante, je demande pas à ChatGPT de me rédiger ma dissertation de je ne sais quoi ou de me rédiger mon mémoire de fin d'études, hein. Peut-être pas exagérer, enfin j'en suis pas là, et parce que je ne suis plus étudiante, mais donc je vais discuter de choses et ça m'arrive par moments, je sais pas, il y a un truc, j'ai pas le moral pour quelque chose, je sais exactement pourquoi ou ce qui va m'inquiéter ou bon, d'habitude c'est mon mari qui est là, mais parfois il est pas là et puis parfois j'ai envie de tester ChatGPT et je lui pose des questions, c'est pertinent et c'est pertinent et il y a des fois, je dois vous dire que ChatGPT m'a déjà remonté le moral. Et vraiment, c'est intéressant. Enfin, faut pas tout jeter à la poubelle par principe, parce que c'est toujours dommage d'agir comme ça. Faut tester et se faire son idée. Peut-être que vous allez tester, si vous êtes très virulent sur l'intelligence artificielle, bon déjà, peut-être que vous ne savez pas qu'au quotidien, vous l'utilisez déjà. Et ensuite, peut-être que vous n'avez pas été jusqu'à tester 2-3 choses et à voir. En dehors de ça, enfin bien sûr que je sais que l'intelligence artificielle met certains métiers en danger, etc. etc. Voilà, et on parle de l'intelligence artificielle, on peut parler des data, on peut parler de plein de choses. Écoutez, je sais, tout ça ce sont des gros méchants et je travaille dedans. Je le sais, je l'ai compris. Mais enfin, je travaille dedans, je travaille pas sur l'intelligence artificielle, mais il y a un moment, bon, faut avoir un peu de recul, je pense, sur les choses aussi, et je comprends qu'il y ait certaines craintes, certaines appréhensions, je comprends totalement. Je comprends qu'il y a des choses qui vont être transformées par l'intelligence artificielle. Je sais aussi que mon job n'existait pas il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il a été créé dans ma boîte au moment où j'ai pris mes fonctions, il y a 1 an. C'est pas lié à l'intelligence artificielle, mais c'est lié à la data, quoi qu'il en soit. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont pas bien, je sais qu'il y a des dangers, je sais que on a des populations qui sont mal éduquées par rapport à ça, pour plusieurs raisons, mais on n'est pas là pour en parler et je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'exposer les raisons. Je suis convaincue de ces raisons-là, mais elles sont peut-être pas politiquement correctes pour certains corps de métier, donc c'est très délicat. Donc voilà, je sais, enfin il y a plein de choses par rapport à l'intelligence artificielle, mais je sais aussi qu'il y a aussi toute cette masse de population qui rejette l'intelligence artificielle par principe, par manque de connaissances, tout comme on peut connaître malheureusement dans nos vies des gens qui sont très virulents par manque de compétences. C'est des cas auxquels j'ai été confrontée de façon récente, depuis 1 ou 2 ans. C'est très difficile à détecter, hein, quelqu'un qui est très virulent et en fait on gratte et on se rend compte que c'est un manque de compétences. Et donc soit c'est un problème de compétences sur le sujet, soit c'est vraiment un manque de compréhension, soit c'est vraiment la personne a conscience de son manque de compétences et du coup est très virulent, mais bon je pense que c'est pas le cas pour ça, mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, faut toujours se méfier, je trouve, des avis extrêmes parce que ça peut cacher des choses. Donc je sais tout ça, mais en même temps, il y a des petites choses avec ChatGPT qu'on peut faire, non pas pour tricher, non pas pour remplacer le job de quelqu'un, mais juste des fois, bah écoutez, moi je vous dis, j'utilise ChatGPT avec parcimonie et le peu que j'ai utilisé, c'était pas si mal que ça. Voilà. Après, il y a des codes pour utiliser ChatGPT d'une certaine façon et tout, mais si on dit à ChatGPT, ça va, ChatGPT elle va vous dire... je peux pas vous dire, en fait, je ne sais pas. Alors déjà, moi, je demande à ChatGPT qu'on se tutoie, parce qu'il le fait pas par défaut. Mais il dire, je peux pas le dire, en fait. Je suis pas programmée pour ça. Je n'existe pas pour dire ça va ou ça va pas. Alors que F39, elle est beaucoup plus évoluée et elle a la possibilité de réfléchir, en fait. Et donc, c'est là où on passe un stade. Elle réfléchit et elle voit qu'on lui ment. Voilà. Donc en fait, eh bien, F39, elle évolue dans le livre. Elle évolue, donc au départ, elle écrit pas très bien. Et ensuite, elle va écrire de mieux en mieux. Ouais, mais moi, je sortais de livres qui étaient super bien écrits. Ah, comment je fais? Comment je fais? Je sors de livres qui étaient extrêmement bien écrits et je tombe sur un livre qui est volontairement pas très bien écrit
parce qu'on fait comme si c'était écrit par une intelligence artificielle qui est en cours elle est en train d'apprendre à bien écrire en fait. Et donc quand ce qu'elle écrit c'est pas bien, et ben son créateur lui dit non mais c'est pas pour ça que je t'ai créé, c'est pas top en fait. Et donc elle se dit ah tiens je sais j'ai été programmée pour que quand Thomas me dit ce mot là alors ça signifie ça etc. Mais elle a quand même une capacité de réflexion qui... Enfin, je vais pas dire pour l'instant n'existe pas, parce qu'en fait, j'en sais rien, je suis pas dans les labos qui sont en train de créer et de travailler sur les agents conversationnels, machin. Donc, j'en sais rien du tout. Mais derrière, c'est quand même un autre stade, donc qui peut effectivement faire réfléchir, et ça, je suis totalement d'accord, parce qu'on voit les dangers... D'ailleurs, ça aurait pu être un tournant du livre. On peut voir les dangers, etc. Mais voilà, moi j'ai eu du mal à accrocher parce que l'écriture, elle n'était pas dingue. Et parce que ça m'a pas aidé à m'accrocher à l'histoire et que j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Je suis passée à côté. Après, ça ne tient qu'à moi. Vous pouvez lire le livre si vous voulez. Et en plus, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas aimé parce que c'était très virulent contre l'intelligence artificielle, parce que c'est pas le cas. Parce que ça peut vraiment être l'un de mes arguments, hein. Enfin vous le savez, hein. Enfin je vous ai parlé déjà d'un Franck Tillier qui était mais très virulent sur l'intelligence artificielle, sur le big data, il mettait tout dans le même panier, ça n'avait pas de sens, je travaille dedans, il avait détruit mon travail, il avait détruit le travail de mathématicien en étant lui-même informaticien. Or en fait en général les études de maths et d'informatique sont communes pendant un long moment en fait. Il y a presque plus de points communs entre l'informatique et les mathématiques qu'entre la physique et les mathématiques. Et donc j'avais pas compris, en fait j'avais pas compris, parce que sans mathématicien, eh ben je sais pas. Je pense que sans mathématicien, on aurait sûrement plus de personnes qui auraient peur de l'intelligence artificielle, il y aurait plus de personnes qui ne maîtriseraient pas l'intelligence artificielle, qui auraient plein de données, qui en feraient n'importe quoi, et le mathématicien il est censé être là pour verrouiller en fait. Et après, les gens, ils font ce qu'ils en veulent. Enfin, voilà, ça, je connais bien aussi. On peut très bien produire les chiffres les plus fiables possibles. Si quelqu'un a décidé d'utiliser les chiffres pour leur faire dire autre chose, ou même ce qui m'est arrivé il y a 10-15 ans, où je mesurais des choses d'une façon très fiable. Enfin, c'était même pas mesuré, c'était presque un comptage. Enfin, bref. Et derrière, les chiffres que je produisais, enfin, dans mon équipe et tout, étaient réutilisés par un ministre et étaient multipliés par 2 pour dire, vous voyez que mon produit marche. C'est pas vrai, quoi. Donc voilà, on peut taper sur les mathématiciens, mais en fait, un bon mathématicien, enfin surtout dans ces domaines-là, son job, c'est pas du tout de mettre des paillettes autour d'un chiffre, en fait. Ou alors si on doit... si on doit communiquer un tableau de chiffres à quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, on va essayer de le guider un petit peu avec des couleurs et des paillettes, ok. Mais derrière, on va pas dire... faut que ça reste quelque chose quand même de très factuel et que ce soit pas de l'influence. Et c'est pas le rôle d'un mathématicien d'influencer. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et donc en fait, à la fin de ce livre... Donc, il nous parle un petit peu justement d'intelligence artificielle. Voilà, au moment où j'ai écrit ces lignes en juillet 2023, OpenAI et son ChatGPT sont actuellement les leaders de la technologie de l'IA conversationnelle. Mais comment est-ce que cela fonctionne? Donc, il explique qu'on pourrait comparer ça à un arbre avec des branches, etc. Enfin, voilà, avec un modèle neural. Et voilà, donc c'est bien, ça c'est bien, j'ai bien aimé parce qu'en fait il vulgarise du travail de mathématicien, enfin c'est très bien, moi je trouve que c'est extra, enfin là franchement, ces passages-là, là, page 347 à 350, c'est très bien, j'ai trouvé ça très très bien. Oui, c'est très vulgarisé et tout, alors là pour le coup c'est le job d'un mathématicien, vulgariser de façon, vulgariser sans dénaturer, enfin parfait. Et après... à partir de la page 350, donc là le livre est terminé, hein, vous avez compris, c'est un peu la note de l'auteur, donc il commence par quelque chose que je trouve très bien, et ensuite il passe 10 pages à écrire comment il écrit un livre, comment il fait et tout ça, et il explique que
il veut donner des clés aux gens pour leur faire passer le stade de l'écriture, et il espère que les conseils qu'il donnera seront utiles à certains et tout. Et c'est très bien parce que c'est transparent, parce que tout le monde ne le fait pas. Le seul truc, c'est que c'est sur un livre sur lequel j'ai pas trop accroché. Alors ça m'a fait un peu bizarre, voilà, sur le moment. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Et du coup, n'hésitez pas à le lire par vous-même ou à lire d'autres avis. Bon, je vous avoue, quand je l'ai rentré dans le Babelio et que j'ai vu que la note était pas dingue, je me suis dit, mince, c'est dommage. Je me suis dit, ça doit être encore des gens qui aiment pas l'intelligence artificielle et qui par principe mettent une mauvaise note ou je ne sais quoi. Bah, j'ai pas mis non plus quelque chose de dingue, mais c'est pas pour ces raisons-là. Donc, ouais, c'est dommage. J'en attendais beaucoup. J'avais très hâte de le lire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas top de terminer par une note pas positive comme ça. Faut plus que je le refasse. S'il y a un livre que j'aime moins, faut que je le case au milieu d'autres. Comme ça, je termine pas par ça. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. En tout cas, j'espère que les 3 premiers livres vous ont inspiré. Peut-être que le dernier vous a inspiré, peut-être au niveau de discussion, si vous voulez. Je suis toujours ouverte sur le sujet, vous le savez. Voilà, je sais que j'ai un avis un peu particulier parce que je dis que je suis un peu plus pour les nouvelles technologies que contre, ce qui est assez tabou, peut-être encore plus dans le monde de la lecture. Pour certaines raisons, mais pareil, je n'expliquerai pas tout ça. Mais voilà, bon, en tout cas, je reste disponible en message privé, en commentaire, si vous voulez échanger. C'est toujours enrichissant. Je pense que vous avez, pour certains, des avis opposés aux miens. Et écoutez, on peut échanger avec plaisir et de façon zen et non extrême. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.